Le Barrett M82A1, reposé en pièces détachées sur une table en bois balafré, étalé comme un casse-tête que seule une personne savait réellement reconstituer. À 4 heures, la capitaine Lauren Hayes était seule dans l'armurerie. Ses mains travaillaient avec cette précision froide que seuls 18 mois passés à transformer des secondes en vie ou en mort pouvaient forger. Les néons vibraient au plafond, projetant des ombres dures sur le béton nu, et le bourdonnement électrique semblait accompagner chacun de ses gestes. Elle commença par le bloc de culasse. Ses doigts glissèrent sur le métal, attentifs à la moindre usure invisible à l'œil nu, celle qui, à 2000 mètres, suffisait à faire dévier un tir de plusieurs centimètres. Ce qu'elle faisait n'avait rien d'un simple entretien. C'était un rituel, un moment de mémoire. Premier tir. Chef taliban, province de Kandahar, 1640 mètres. Ce jour-là, la culasse avait fonctionné parfaitement, expulsant l'étui vide au moment exact où un homme chutait d'un toit, là où il coordonnait des tirs de mortier sur un marché de village. 200 civils étaient rentrés chez eux ce soir-là grâce à 4,2 secondes de vol balistique et à un calcul de vent intégrant une rafale latérale de 15 miles à l'heure dans un col de montagne. Lauren posa la culasse et prit le mécanisme de détente. Un léger tremblement parcourut ses doigts. Il était apparu quelque part entre le 30e et le 41e tir. Le psychiatre de l'armée avait parlé de réaction normale à une exposition prolongée au combat. Le thérapeute civil, celui qu'elle n'était pas censée consulter, avait employé un autre mot, stress post-traumatique. Elle appelait ça le prix à payer quand on devenait exceptionnellement doué dans quelque chose que la plupart des gens ne pourraient supporter une seule fois, encore moins 41. Le M82A1 était une arme monstrueuse, près de 13 kilos chargés, des munitions de calibre .50 coûtant 35 $ pièce, capables de traverser un bloc moteur, un mur de béton ou un blindage léger. Portée efficace officielle, 1800 mètres. Lauren, elle, avait des éliminations confirmées à 2180. Ce fusil avait une présence, un poids qui dépassait largement sa masse réelle. Il exigeait le respect, il exigeait la précision, et surtout, il exigeait que l'on comprenne ce que signifiait atteindre quelqu'un à une distance que la plupart des gens ne pouvaient même pas distinguer à l'œil nu, et mettre fin à une vie avec une certitude mathématique. Elle termina par le canon. Elle y fit passer un tampon de nettoyage avec la délicatesse que d'autres réserveraient à un nouveau-né. C'était le cœur de tout. 33 pouces d'acier chromé au molybdène, rayé avec une rigueur extrême, propulsant une balle de 661 grains à près de 2800 pieds par seconde. La moindre imperfection, la plus petite accumulation de carbone, la plus infime fissure thermique se transformait à longue distance en échec. 41e tir, frontière syrienne. 2121 mètres. Un pick-up technique équipé d'une mitrailleuse lourde fonçait vers un convoi de réfugiés coincés sur une route désertique sans issue. 8 secondes. 8 secondes pour calculer la chute, la dérive du vent, l'effet de la rotation terrestre et la différence de température entre l'air brûlant à 34 degrés C autour d'elle et l'atmosphère plus froide 2 km plus loin. La balle mit 4,8 secondes à atteindre sa cible. Le véhicule dérapa, se retourna. 40 familles purent franchir la frontière turque vivante. 41 éliminations confirmées. Le chiffre pesait dans son esprit, plus lourd que le fusil, plus lourd que l'équipement qu'elle avait porté pendant 18 mois de déploiement. Chacune avait été nécessaire, chacune justifiée. Chacune correspondait à un être humain qui s'était levé ce matin-là sans savoir qu'une femme qu'il ne verrait jamais allait le transformer en passé à l'aide d'une équation balistique et d'une pression parfaitement maîtrisée sur une détente. La porte vola soudainement vers l'intérieur, dans un fracas métallique. Lauren sursauta à peine, son visage, lui, resta impassible. Des années d'entraînement avaient appris à son corps à étouffer la réaction réflexe, même lorsque son rythme cardiaque s'emballait. Le général Thomas Hale entra dans l'armurerie comme s'il possédait non seulement le bâtiment, mais l'air lui-même. 62 ans, plus d'1 mètre 90, cette prestance forgée par 40 ans a donné des ordres et à être obéie. Son uniforme de cérémonie était impeccable, bottes lustrées comme des miroirs, 4 étoiles brillant sur ses épaules,
Derrière lui suivait son entourage, un jeune capitaine absorbé par sa tablette, 2 lieutenants dont la fonction semblait se limiter à hocher la tête au bon moment, et, fermant la marche, le colonel Andrew McAllister avec l'expression d'un homme assistant à un accident au ralenti. Lorraine ne leva pas les yeux. Elle continua d'assembler le boîtier inférieur, comme si elle avait été seule. Ses doigts travaillaient avec une efficacité silencieuse, chaque pièce s'emboîtant avec le claquement satisfaisant d'une mécanique de haute précision, réglée au millième de pouce. « Qu'est-ce que nous avons là ?» lança la voix du général, ample, résonnant contre les murs de béton conçus pour absorber les détonations. Ses pas résonnèrent alors qu'il parcourait la trentaine de pieds jusqu'à la table, comme un navire entrant au port. Son regard fut immédiatement happé par le M22. Impossible de l'ignorer. Le fusil dominait l'espace, ses composants alignés avec une rigueur parfaite, canon, boîtier supérieur, groupe culasse, boîtier inférieur, crosse, bipied, lunettes. Chaque pièce était impeccablement propre, disposée exactement là où elle devait être pour le remontage. « Magnifique arme !» dit Hale en saisissant le canon, sans demander la permission, sans même reconnaître la présence de la femme qui l'avait préparée. Sinon comme quelqu'un ayant opportunément disposé un fusil hors de prix pour son inspection. Barrett M82 A1, calibre .50, fusil antimatériel, portée efficace, 1800 mètres. Dans les mains du général Thomas Hale, le canon paraissait presque léger. Il en observa l'âme chromée avec l'air satisfait de quelqu'un qui en savait juste assez pour se sentir expert, et potentiellement dangereux. Cette chose-là peut neutraliser un moteur, percer un blindage léger, mettre hors service une installation radar. Pendant ce temps, les mains de Lorraine Hayes poursuivaient leur travail. Elle ajusta le mécanisme de détente dans le boîtier inférieur, un clic discret, net, définitif. Elle ne répondit pas. Le général ne lui avait posé aucune question, il ne s'adressait pas à elle, il jouait un rôle, utilisant son fusil comme accessoire pédagogique pour impressionner son entourage. « À mon époque, » continua Hale en se lançant avec enthousiasme, « j'étais tireur expert. » Les 2 lieutenants souriaient déjà, hochant la tête mécaniquement, comme des figurines posées sur un tableau de bord. Autre temps, autre matériel. Nous utilisions le système M21, un M14 modifié, calibre 7,62 autant. Portée maximale, 800 mètres, dans des conditions idéales. Mais les principes, eux, ne changent jamais. Contrôle de la respiration, pression progressive sur la détente, lecture du vent. Il reposa le canon et saisit le groupe de culasse. Ce fusil-ci, en revanche, ça, c'est l'évolution. Même philosophie de précision. Mais une puissance démultipliée. Le système coûte 12 000 $. Chaque cartouche, 35 billets. L'armée ne distribue pas ça comme des bonbons à Halloween. Derrière lui, le colonel Andrew McAllister déplaça légèrement son poids, la mâchoire crispée. Il avait été le premier instructeur de Lorraine à l'école de tireurs d'élite, 6 ans plus tôt, quand elle n'était encore qu'une jeune lieutenante peinant à toucher une cible à 600 mètres sur un pas de tir calme. Il était aussi dans le centre opérationnel lorsqu'elle avait annoncé le tir numéro 41, observant sur l'écran drone un pick-up armé d'une mitrailleuse lourde se retourner plusieurs fois sur une route syrienne. « Alors, dites-moi, soldat. » Pour la première fois, Hale posa réellement les yeux sur elle. Son regard quitta le fusil pour remonter jusqu'à son visage, comme s'il découvrait soudain qu'il y avait une personne au bout de ses mains qui travaillait sans relâche depuis le début de son monologue. Comment une capitaine se retrouve-t-elle avec une arme de ce niveau ? En général, ce genre de matériel est réservé à nos spécialistes les plus chevronnés, des soldats qui ont fait leurs preuves sur des années de déploiement. Il s'interrompit net. Ses yeux glissèrent de son visage à sa vareuse, puis aux rangées de décorations cousues sur le tissu. Badge d'action au combat, insigne d'infanterie expert, onglet ranger, aile aéroportée, ruban de campagne en Irak et en Syrie. Mais ce n'était pas cela qui lui coupa la parole en plein élan, comme si quelqu'un avait brusquement débranché un tourne-disque. C'était l'insigne. Petit, en bronze. Facile à manquer si l'on ne savait pas exactement quoi chercher. Placé juste au-dessus des rubans, directement au niveau du cœur, un fusil croisé avec un éclair, et au centre, une étoile à 5 branches. L'armurerie plongea dans un silence total.
Même les néons semblaient avoir cessé de vibrer. Le jeune capitaine à la tablette resta figé, doigts suspendus au-dessus de l'écran. Les deux lieutenants cessèrent de hocher la tête. Leurs sourires se dissipèrent instantanément. La mâchoire du colonel McAllister se détendit imperceptiblement, esquissant ce qui aurait pu ressembler à un sourire contenu. Si l'on savait lire les micro-expressions d'un homme qui avait passé 35 ans à masquer ses pensées. Le visage de Hale, lui, se transforma lentement. La condescendance disparut, puis vinrent la stupeur, l'incrédulité, et quelque chose qui s'approchait dangereusement de la peur. Sa main, qui tenait encore le groupe de culasses, s'abaissa avec précaution, presque avec déférence, jusqu'à reposer l'ensemble sur la table. « L'insigne de la Spectre Unit », murmura-t-il. La voix assurée avait disparu, remplacée par un ton creux, hésitant. Il n'était manque que 51 dans toute l'armée américaine à porter cet insigne. 51 sur plus d'1 million de militaires d'actifs. Les critères n'existaient dans aucun règlement officiel, aucun manuel, aucune directive écrite. Ils se transmettaient au sein des forces spéciales comme une légende pourtant bien réelle. 25 éliminations confirmées au minimum. Pas des probabilités, pas des estimations, des confirmations. Un tir, une cible ennemie neutralisée, vérifié par drone, par équipe au sol ou par analyse des dommages, un taux de réussite de 90% au premier coup à des distances dépassant 1000 mètres, pas sur un stand parfaitement calibré, avec du temps et des conditions idéales, en combat, sous pression, quand des vies dépendaient du résultat. 3 citations de missions distinctes signées par des officiers généraux. Des actions documentées comme ayant été décisives pour le succès opérationnel. 0 victime civile. Jamais. Parce que la précision ne consistait pas seulement à toucher ce que l'on visait, mais à être absolument certain que ce que l'on visait devait l'être. Et, tous les 6 mois, une évaluation psychologique menée par un comité incluant des commandants de la Delta Force, des chefs d'équipe des Navy Seals et des Rangers de l'armée, des hommes qui avaient vu suffisamment de guerre pour reconnaître le moment précis où quelqu'un commençait à se fissurer sous le poids de ce qu'il portait. Le temps moyen pour mériter l'insigne de la Spectre Unit variait entre 10 et 12 ans. Certains n'y parvenaient jamais. D'autres mouraient en essayant. D'autres encore se brisaient psychologiquement bien avant d'atteindre le seuil requis. Cet insigne ne récompensait pas seulement le talent. Il incarnait la durée, la capacité à accomplir, encore et encore, la mission la plus exigeante du combat moderne tout en restant précis, professionnel et suffisamment intact mentalement pour continuer à fonctionner. Loren Hayes leva les yeux de son fusil pour la première fois depuis l'entrée du général. Son regard rencontra le sien, calme, posé, sans défi. « Oui, mon général, 2 mots, ni plus ni moins, calme, professionnel, dépourvu du poids qu'il contenait pourtant. Oui, mon général, je fais partie des 51. Oui, mon général, ce fusil n'est pas un symbole pour moi, il fait partie de ce que je suis. Oui, mon général, vous venez de passer 5 minutes à m'expliquer un système d'armes avec lequel j'ai sauvé plus de vies que vous n'avez commandé d'hommes au cours de la dernière décennie. » Le général Thomas Hale se redressa aussitôt. Son corps se figea dans cette posture rigide que les soldats adoptent lorsqu'ils réalisent, trop tard, qu'ils viennent de commettre une erreur de jugement majeure. Sa main se leva, pas pour un salut, elle n'était pas son supérieur hiérarchique, mais dans un geste de respect qui dépassait largement les grades. « Combien de confirmations, capitaine ?» Sa voix n'avait plus rien de tonitruant. L'assurance avait disparu, remplacée par quelque chose de presque solennel. « 41, mon général !» L'un des lieutenants inspira brusquement, comme s'il venait de recevoir un coup en plein thorax. Le capitaine à la tablette releva la tête, le teint soudain livide. Le colonel Andrew McAllister s'autorisa l'ombre d'un sourire, si fugace qu'on aurait pu croire l'avoir imaginé. 41 éliminations confirmées plaçaient Loren Hayes parmi les 12 meilleurs tireurs d'élite en activité de toute l'armée américaine. Pas parmi les 12 meilleures femmes, parmi les 12 meilleurs, point final. Dans toute l'histoire de la guerre moderne américaine, moins de 200 snipers avaient dépassé la barre des 40 confirmations. La plupart étaient morts, retraités ou brisés par le poids psychologique de ce qu'ils avaient porté, et enseignaient désormais dans des centres d'entraînement.
là où il n'avait plus à observer des êtres humains vivant à travers une lunette grossissante. Le visage du général Hale changea encore. Le choc céda la place à quelque chose qui ressemblait à de l'admiration, mêlée peut-être de honte. Il se pencha et reprit le canon, mais son attitude n'avait plus rien à voir avec celle d'avant. Ses gestes étaient prudents, presque hésitants, comme on manipule un objet sacré. « Capitaine Hayes !» dit-il d'une voix désormais formelle, débarrassée de toute désinvolture. « Je vous présente mes excuses. J'ignorais totalement qui vous étiez. » Il s'interrompit, comprenant qu'aucune justification ne ferait qu'aggraver les choses. « Je n'aurais jamais dû toucher votre arme sans votre autorisation. C'était un manque de respect envers vous et envers votre service. » Lorraine esquissa un sourire à peine perceptible, un simple frémissement au coin des lèvres. « Ce n'est rien, mon général. Vous avez apprécié le fusil. C'est déjà plus que ce que font la plupart des gens. Ils ne voient qu'une arme. Ils ne comprennent pas que c'est un outil de protection. Un moyen de sauver des vies que d'autres ne savent même pas menacer. » Elle le dit sans ironie, sans dureté, simplement comme un fait. Le M82 entre ses mains avait mis fin à 41 vies. Oui, mais toujours à des distances où ces 41 individus s'apprêtaient à en ôter d'autres. Chaque pression sur la détente avait été une équation mathématique avec des vies en balance. Une mort contre des dizaines. Un tir précis contre un chaos impossible à quantifier. Le général hocha lentement la tête, assimilant. Il reposa le canon avec un soin exagéré, puis lui tendit la main. Ce n'était ni la poignée distraite d'un général à une capitaine, ni le geste mécanique d'un supérieur envers un subordonné. Sa prise était ferme, son regard soutenu. « C'est un honneur, capitaine Hayes. Vraiment. Je regrette mes suppositions. » Ils se serrèrent la main. Et à cet instant précis, quelque chose changea dans l'armurerie. Un général 4 étoiles et une capitaine de 28 ans, reliés par une vérité tacite. L'excellence ne s'annonce pas, ne réclame pas l'attention, ne cherche pas à se justifier. Elle existe, et le travail parle pour elle. Alors que Hale quittait la pièce avec son entourage, Lorraine entendit sa voix basse, presque respectueuse, s'adresser au colonel McAllister. Les mots lui parvinrent, portés par l'écho du béton. La dernière opération majeure de la Spectre Unit, ce n'était pas l'extraction d'otages d'Al Jazeera, celle où l'on parlait de tirs impossibles. La porte se referma avant qu'elle n'entende la suite. Lorraine se tourna de nouveau vers son fusil. Elle emboîta les boîtiers supérieurs et inférieurs dans un claquement net. 41 tirs, 41 vies achevées. Et si elle avait fait son travail correctement, des centaines d'autres sauvées, parce que ces 40 éteints n'avaient jamais pu presser leur détente, déclencher leurs explosifs ou arroser de balles des cibles incapables de riposter à 2 km de distance. Elle fixa le bipied, installa la lunette Mark à grossissement d6, réticule 1000 dots qu'elle connaissait aussi intimement que les lignes de sa propre main. Chaque graduation représentait un calcul, une correction de vent, d'élévation, ou simplement la réalité implacable de la gravité. 9,8 mètres par seconde carrée. À 2000 mètres, cela signifiait viser plus de 4 mètres au-dessus de la cible, rien que pour compenser la chute. À 8 heures, l'histoire s'était propagée dans Fort Liberty, comme une traînée de poudre. La capitaine Hayes, seule à l'armurerie. Le général Hale en train de lui expliquer son propre fusil, l'insigne de la Spectre Unit. 41 éliminations confirmées. Le lieutenant qui avait suffoqué. Les excuses du général. À l'heure du déjeuner, Lorraine Hayes traversa le mess comme à l'ordinaire et les conversations s'éteignirent net. Des soldats qu'elle n'avait jamais rencontrés hochèrent la tête avec respect. Une table entière de Rangers se leva sur son passage, un salut silencieux qui dépassait largement les notions de grade ou de genre. Au parc de véhicules, un sergent-chef l'interpella pour lui demander si elle accepterait de signer son carnet de tir. Ce journal relié de cuir où les snipers consignaient chaque balle, chaque condition météo, chaque leçon apprise. Elle refusa avec politesse, un peu mal à l'aise. Elle n'avait jamais compris l'attrait des autographes lorsqu'on les demandait à quelqu'un dont la compétence principale consistait à tuer efficacement. Cet après-midi-là, le colonel Andrew McAllister la retrouva sur le pas de tir. Elle observait une nouvelle promotion d'élèves tireurs d'élite lutter péniblement avec des cibles à 800 mètres, malgré un vent faible. La plupart manquaient leur cible de plusieurs mètres. Les calculs étaient faux.
Les fondamentaux fragiles, de bons tireurs selon les standards classiques, mais jamais des Spectres. Tu l'as fait passer pour un imbécile, Ace, lança McAllister sans préambule en s'installant à côté d'elle au poste d'observation. Je n'ai rien fait, mon colonel, je nettoyais mon arme. Justement, tu as laissé ton travail parler. C'est ça, la manière Spectre. Il s'interrompit, regardant un élève rater sa cible de près d'1 mètre sur la gauche, compensant un vent qui n'existait pas. Mais Hale n'est pas du genre à oublier une humiliation, encore moins devant son état-major. Sois prudente. Reçu, mon colonel. Ils restèrent silencieux un moment, observant les élèves enchaîner les tirs. McAllister faisait ça depuis 35 ans. Il avait formé des centaines de snipers, vu des dizaines gagner leurs insignes, leurs citations, leur réputation. Il avait instruit 3 opérateurs de la Spectre Unit. 2 étaient morts aujourd'hui, pas sous le feu ennemi, mais de leurs propres mains, des années après leur déploiement, incapables de continuer à porter le poids. « Comment tu tiens le coup ?» demanda-t-il à voix basse. « Vraiment ?» Lorraine ne quitta pas la ligne de tir des yeux. 41 tirs, mon colonel, chacun nécessaire, chacun justifié, chacun exactement ce qu'il fallait pour que d'autres restent en vie. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Elle resta silencieuse longtemps. Au loin, un élève finit par toucher sa cible. L'indicateur clignota pour signaler l'impact. Le jeune soldat, 23 ans à peine, leva le poing, euphorique. Il n'avait aucune idée de ce que cela faisait quand la cible était une personne. Quand la joie se transformait en un goût amer, parce qu'on venait d'effacer une existence, et que le seul réconfort était de savoir que c'était lui, ou quelqu'un d'autre. Je suis fonctionnel, mon colonel, j'accomplis mes missions, je respecte les standards, je suis là. Ce n'est toujours pas ce que je t'ai demandé. Lorraine tourna enfin la tête vers lui. Le visage de McAllister portait les traces de 35 années de ce métier. Le poids d'avoir appris à des gens à tuer à des distances où l'on n'entend pas les cris, où l'on ne voit pas le sang, où l'on ne perçoit qu'un être humain se transformer en statistique à travers une lunette. Je nettoie mon fusil à 4 heures du matin, parce que je n'arrive pas à dormir, dit-elle doucement. Je compte les tirs au lieu de compter les moutons. Je vois des calculs au lieu de voir des visages, parce que si je vois des visages... Elle s'interrompit. Je suis fonctionnel, mon colonel, c'est la réponse la plus honnête que je puisse donner. McAllister hocha lentement la tête. C'est honnête, continue à l'être, Ace. Ceux qui craquent sont ceux qui prétendent aller bien quand ce n'est pas le cas. Le haut-parleur de la base grésilla soudain, la voix mécanique tranchant le silence du champ de tir. Attention à tout le personnel qualifié tireur d'élite. Le général Thomas Hale annonce une démonstration d'excellence en tir de précision prévue dans 3 jours à 6 heures. Tous les personnels qualifiés sont invités à participer. Les détails de la compétition sont disponibles au bureau du pas de tir. Lorraine et McAllister échangèrent un regard. La compétition comprendra des tirs longue distance à 1000 et 1500 mètres. Le premier prix inclut une affectation au nouveau programme multinational de formation des snipers de l'OTAN à Ramstein, en Allemagne, en tant qu'instructeur principal. Poste prestigieux avec prise en charge complète du déménagement. « Il te prépare un piège, » dit McAllister sans détour. « Qu'il essaie. »« Ace, j'ai dit qu'il essaie, mon colonel. » Elle se leva, épousseta son pantalon. « Je n'ai jamais demandé l'attention, ni la reconnaissance. Je veux juste faire mon travail. Mais s'il veut transformer ça en démonstration, s'il veut prouver qui devrait ou non porter un M82, alors je lui montrerai ce que signifie vraiment 41 éliminations confirmées sur le terrain. » McAllister se leva à son tour, le visage soucieux. « Il ne s'agit plus de prouver quoi que ce soit. Tu as déjà prouvé tout ce qui comptait. Alors je le prouverai encore, devant témoins. Avec ses règles, son stand de tir, son matériel s'il le souhaite. Parce qu'apparemment, 41 confirmations et un insigne de la Spectre Unit ne suffisent pas à démontrer que je sais ce que je fais avec un fusil. » Elle quitta le pas de tir, se dirigeant vers l'armurerie. Son arme devait être rangée correctement, sécurisée dans la salle d'armes, là où les équipements à 12 000 $ restaient lorsqu'ils n'étaient pas entre les mains de personnes capables de changer une issue à des distances que la plupart ne pouvaient même pas concevoir. 3 jours. 72 heures pour se préparer à ce que Hale avait en tête. Elle avait connu bien pire en opération.
Elle avait tiré avec 30 secondes de préavis. Elle s'était adaptée à des conditions qui faisaient passer une compétition sur stand contrôlé pour un simple exercice de loisir. Mais tandis qu'elle traversait Fort Liberty, sous la lumière déclinante de l'après-midi, ses mains recommencèrent à trembler. Ce léger frisson n'avait rien à voir avec la fatigue musculaire. Il venait de 18 mois de combat ininterrompus, de ces situations où chaque tir était une question de vie ou de mort, où chaque calcul devait être parfait, ou devenir fatal, où l'excellence n'était pas un idéal abstrait, mais une condition de survie. 41 éliminations confirmées, 51 personnes dans le monde autorisées à porter l'insigne de la Spectre Unit, parmi les 12 meilleurs tireurs d'élite en activité de toute l'armée américaine. Et malgré cela, ce n'était toujours pas suffisant pour qu'on la laisse simplement faire son travail, sans lui demander une preuve de plus. Elle atteignit l'armurerie au moment où le soleil touchait l'horizon, incendiant le ciel de teintes orangées et rouges qui lui rappelaient les traçantes dans les explosions lointaines. À l'intérieur, les néons reprenaient leur bourdonnement mécanique. Son M82 l'attendait sur la table, là où elle l'avait laissé, entièrement assemblé, prêt pour la suite. Lorraine saisit le fusil, son poids se posa dans ses mains avec une familiarité presque rassurante, comme un retour à la maison. 13 kilos de mécanique de précision, 4000 $ d'optique. Une vie entière d'entraînement condensée en mémoire musculaire et en certitude mathématique, 3 jours avant de devoir se prouver à nouveau. 3 jours avant que le général Thomas Hale comprenne que le respect ne se distribue pas sous condition, qu'il ne se retient pas jusqu'à ce que quelqu'un coche suffisamment de cases pour satisfaire des idées dépassées sur qui peut, ou non, accomplir les tâches les plus dures du combat moderne. Elle rangea le fusil dans son étui, fit tourner le verrou à combinaison, puis quitta l'armurerie, tandis que la nuit gagnait du terrain. Au loin, une unité d'entraînement menait des exercices nocturnes. Les chants cadencés résonnaient à travers la base. Sound off, 1, 2, sound off, 3, 4, 3 jours. Ensuite, elle rappellerait à Fort Liberty, rappellerait au général Hale et à elle-même pourquoi 51 personnes portèrent ces insignes et pourquoi 41 éliminations confirmées signifiaient qu'elle avait porté le poids de la précision plus longtemps et mieux que presque quiconque encore en vie. Les tirs les plus difficiles n'étaient pas ceux effectués à des distances extrêmes, c'étaient ceux qu'il fallait continuer à faire encore et encore en portant le poids de tous ceux qui les avaient précédés. Le stand de compétition se trouvait à l'extrémité est de Fort Liberty, une bande de terrain dégagée s'étirant sur 1800 mètres entre la ligne de tir et la cible finale. À 4h30, alors que l'aube était encore à 1 heure de là, la capitaine Lauren Hayes se tenait à la ligne des 1000 mètres, observant les fanions de vent à travers des lunettes de vision nocturne, transformant l'obscurité en un jour verdâtre et granuleux. 12 fanions, disposés tous les 100 mètres, configuration standard, mais celui qui les avait installés ne comprenait manifestement rien à l'influence du terrain sur les flux d'air. Le champ de tir traversait une légère dépression entre 2 lisières boisées, formant un couloir naturel qui accélérait le vent dans la section centrale, tout en laissant les 200 premiers et derniers mètres relativement calmes. Les fanions indiquaient une stabilité rassurante. Lorraine savait que c'était un mensonge confortable. Elle avait assez tiré dans des environnements complexes pour reconnaître quand les indicateurs officiels simplifiaient trop la réalité. Pour la 3e fois en autant de jours, elle fit le tour du périmètre, étudiant des variations d'élévation invisibles depuis la ligne de tir. Une pente à peine perceptible à 800 mètres, suffisante pour ajouter plusieurs centimètres de chute à la trajectoire. Une légère surélévation à 1400 mètres, propice à des courants ascendants avec les thermiques du matin. C'étaient ces détails qui séparaient les bons tireurs des tireurs parfaits. Un savoir forgé pendant 18 mois de tir dans des conditions où parfait était le seul standard acceptable. À 5 heures, les autres concurrents commencèrent à arriver. Ils étaient 12 au total, tous des hommes entre 26 et 42 ans. La plupart transportèrent leurs fusils personnels dans des mallettes coûteuses, armes sur mesure, composants sélectionnés à la main, des milliers de cartouches tirées avec elles. Ils se saluaient avec la camaraderie facile de ceux qui s'étaient entraînés ensemble, avaient combattu ensemble, connaissaient mutuellement leurs limites.
À 5h15 précise, le sergent-chef Daniel Crowley arriva à son tour. Sa mallette était impeccable, son uniforme impeccablement repassé, coupant presque le regard. 33 ans. 10 ans dans les forces spéciales. Vétéran d'Afghanistan, 2 Bronze Stars et une Purple Heart reçue lors d'une attaque à l'IUD qui avait tué son observateur et laissé des cicatrices courant de son épaule gauche jusqu'au poignet. Il avait été un excellent sniper, plus qu'excellent. Mais après 18 mois de traitement pour stress post-traumatique et 3 relations brisées, il se battait pour prouver qu'il appartenait encore à la communauté qui définissait sa vie depuis ses 23 ans. Il aperçut Lorraine, seule près du point de contrôle du matériel, et s'approcha avec une détermination calculée. Son visage portait cette expression typique de ceux qui ont répété leurs phrases, convaincus qu'elles doivent être dites. Aucune rancune, Ace, lança-t-il d'une voix suffisamment forte pour être entendu par les autres. Mais ici, la pression est différente de celle du combat. Endurance, stress prolongé, fiabilité du matériel. C'est là que l'entraînement et l'expérience font la différence. Pas la chance. Lorraine le regarda avec des yeux qui avaient vu mourir 41 personnes à travers une lunette grossissante. Elle ne répondit pas. Elle soutint simplement son regard, laissant le silence s'installer, jusqu'à ce qu'il détourne les yeux, mal à l'aise face au vide qu'il venait lui-même de créer. « Je dis ça comme ça », reprit Daniel Crowley, son assurance répétée à l'avance vacillant légèrement. Les conditions de combat sont chaotiques, difficiles à analyser, difficiles à vérifier précisément. Une compétition, au contraire, élimine les variables, elle montre la compétence pure. « Je sais très bien ce que montre une compétition », répondit Lorraine à voix basse. « Et je sais aussi ce que montre le combat. On verra dans 3 heures ce qui compte le plus. » Elle se détourna avant qu'il ne puisse répliquer et se dirigea vers le poste de contrôle du matériel où le colonel Andrew McAllister supervisait l'inspection des armes. Les règles de la compétition étaient inscrites sur un tableau blanc. 3 tirs à 1000 mètres, 3 tirs à 1500 mètres, 2 minutes par séquence. Notation basée sur la précision des impacts, avec bonus de temps. Tir en position couchée, sans appui mécanique autre que le bipied standard. Et tout en bas de la liste, inscrit au feutre frais, tous les concurrents utiliseront des fusils M82A1 fournis par la base en configuration standard afin d'assurer l'égalité du matériel. Lorraine fixa la ligne, puis la relut, une deuxième fois, une troisième. Elle ne pouvait pas utiliser son fusil personnel, l'arme avec laquelle elle avait tiré pendant 6 ans, celle dont elle connaissait les humeurs et les défauts comme son propre rythme cardiaque. Chaque canon était unique. Des variations microscopiques dans les rayures modifièrent la trajectoire. Chaque détente avait son point de rupture précis. Chaque crosse possédait un équilibre qui pouvait soit épouser le corps, soit lutter contre lui. « Quand cette règle a-t-elle été ajoutée ?» demanda-t-elle. « Hier soir. Ordre du général ?» répondit McAllister. Son visage était soigneusement neutre, l'expression d'un homme en désaccord avec une décision, mais incapable de l'exprimer officiellement. Il parle d'équité, d'égalité du matériel pour tous. Cette règle ne concerne que moi, dit Lorraine sans hausser la voix. Tous les autres sont venus avec leurs armes personnelles en pensant les utiliser. Je le sais, capitaine. Elle hocha lentement la tête. Elle comprenait. Hale n'avait pas simplement organisé une compétition. Il l'avait structurée de façon à neutraliser ses avantages tout en conservant ceux des autres. Ils s'étaient entraînés pendant des jours avec leurs propres armes, développant une mémoire musculaire parfaitement adaptée. Elle, en revanche, allait tirer avec un fusil qu'elle n'avait jamais touché avant ce matin. Puis-je au moins inspecter l'arme que je vais utiliser? La régler? Inspection? Oui. Vous avez 20 minutes avant l'ouverture du pas de tir. 0 de réglage? Il marqua une pause. Non. Ce que vous recevez est ce que vous utilisez, comme tout le monde, sauf que ce n'était pas comme tout le monde. Tous les autres s'étaient entraînés avec exactement ces fusils pendant 3 jours. Elle avait passé ce temps à lire le terrain, à étudier le vent, persuadée qu'elle tirerait avec son propre M82. Le fusil qu'on lui remit était mécaniquement irréprochable, parfaitement entretenu. Mais il lui parut étranger dès qu'elle le prit en main. La détente cassait à environ 2,35 kg, au lieu des 2 kg auxquels elle était habituée.
La crosse était plus longue d'un peu plus d'1 centimètre, modifiant son appui-joue. La lunette était une Mark V, le même modèle que la sienne, mais un autre exemplaire. Verre légèrement différent, clic d'ajustement pas exactement là où son instinct les attendait. Elle avait 15 minutes pour s'adapter à une arme qui n'était pas la sienne. 15 minutes pour acquérir assez de repères afin de tirer avec précision à des distances où quelques centimètres faisaient la différence. Autour d'elle, les autres concurrents effectuaient leur dernière vérification. Ils ajustaient des systèmes qu'ils maîtrisaient depuis des années, peaufinant des détails sur des fusils devenus des extensions de leur corps. À 5h45, le général Thomas Hale arriva, accompagné d'une escorte bien plus large que la veille. Cette fois, il n'y avait pas que des officiers d'état-major, mais aussi une douzaine de sous-officiers supérieurs, plusieurs commandants de compagnie, et ce qui ressemblait à la moitié du personnel qualifié sniper de la base venu assister au spectacle. La rumeur s'était répandue. L'opératrice de la Spectre Unit contre les snipers conventionnels, la femme qui avait humilié un général, désormais sommé de prouver que ce n'était pas de la chance. Hale prit place dans la zone d'observation. Son visage était professionnellement neutre, mais son regard trahissait une attention aiguë. Il fit un signe vers la ligne de tir. Premier concurrent, l'officier de tir annonça « Sergent-chef Michael Donovan, à vous ». Séquence 1000 mètres, le temps démarre au premier coup. Donovan avait 35 ans, sniper de carrière, 12 ans de service, 2 déploiements comme tireur désigné. Il se mit en position avec une aisance parfaitement rodée. Son fusil personnel, un M110 Custom qu'il avait assemblé lui-même, se logea dans son épaule comme s'il en faisait partie. Les cibles à 1000 mètres étaient des silhouettes IPSC, des torses humains grandeur nature à distance. Premier tir à 43 secondes, l'indicateur clignota en vert. Impact plein centre. Deuxième tir à 78 secondes, encore un impact. Troisième tir à 1 minute 16, légèrement à gauche du centre mais largement dans la zone de score. Temps total, 1 minute 16 secondes. 3 tirs, 3 impacts, une performance solide. Les 4 concurrents suivants enchaînèrent d'excès leur séquence. Un mélange de 2 et 3 impacts. Des temps compris entre 1 minute 18 et 1 minute 52. Du tir propre, professionnel, le genre de résultat respectable dans n'importe quelle unité. Du tir propre, des standards professionnels, le genre de prestation respectable dans n'importe quelle unité. Puis son nom retentit. Capitaine Lauren Hayes, à la ligne de tir. Séquence 1000 mètres. Lauren se dirigea vers le poste 6. L'emplacement qu'on lui avait attribué, ce n'était pas un hasard. Le poste 6 était le plus éloigné des fanions de vent, celui où les conditions étaient les plus difficiles à lire. Le pire angle sur les cibles. Un empilement de petits désavantages supplémentaires, autant d'épreuves discrètes à franchir. Elle s'installa en position couchée, sentant immédiatement que le fusil ne lui correspondait pas. Longueur inadaptée, répartition du poids différente, détente trop dure. Elle disposait de 2 minutes pour placer 3 tirs, qui seraient comparés à ceux d'hommes s'entraînant précisément pour ce genre d'épreuve, avec du matériel qu'ils connaissaient parfaitement. Derrière elle, des murmures, des paris à voix basse, des spéculations sur la capacité d'une expérience de combat à se traduire en performance de compétition. Elle n'entendit bientôt plus rien. Elle bascula dans cet espace mental étroit où il n'existait plus que la lunette, la cible et la certitude mathématique de la balistique. Lecture du vent. Fanion indiquant 10 miles à l'heure de gauche à droite. Mais au milieu du champ de tir, elle voyait autre chose. Les fanions y bougeaient plus vite. 12 à 14 miles. Température 5 degrés Celsius. Densité de l'air augmentée, ajoutant environ 0,3 000 de chute par rapport aux conditions standards. Humidité 72%, effet négligeable. Angle de tir insignifiant à cette distance. Elle chambre à une cartouche. La culasse opposa une résistance légèrement supérieure à celle de son arme personnelle. Il fallut plus de force. Clac, verrouillage net. Dans la lunette, la cible apparut clairement. Silhouette IPSC parfaitement découpée sur le talus. Premier calcul, vent à 10 miles, correction d'environ 1,2 000 vers la droite, température et humidité, plus 0,3 000 en élévation. Canon froid, inconnu, incertitude. Elle ajouta encore 0,2 000 pour compenser un éventuel décalage entre le réglage théorique et la réalité.
Respiration, inspiration complète, expiration à mi-course, pause respiratoire naturelle, poumon vide, sans tension, la pulpe de l'index centrée sur la détente, pression arrière, droite, progressive, régulière, laisser le coup surprendre, même lorsqu'on sait exactement quand il va partir. Le fusil recula violemment contre son épaule, recul plus sec que celui de son arme, frein de bouche un peu moins efficace. Elle resta dans la lunette, cycla la culasse sans quitter l'optique. À cette distance, le temps de vol dépassait la seconde. La balle fendit l'air à près de 850 mètres par seconde, perdant de la vitesse, cédant à la gravité, dérivant sous l'effet du vent. Flash vert, impact plein centre, temps, 1 minute 4,3 secondes. Elle analysa immédiatement le comportement de l'arme. Un groupement vertical légèrement plus marqué que prévu, une vibration du canon différente, harmonique inhabituelle. Elle ajusta sa prise. Appris du premier tir, nouvelle lecture du vent. Il s'était stabilisé à 12 miles. Elle ajouta 0,1 mille supplémentaires vers la droite. Garda l'élévation identique. Le canon chauffait légèrement, augmentant la vitesse et réduisant la chute. Deuxième tir, respiration, pression, gestion du recul. Le fusil tonna, l'écho se répercuta sur le champ de tir, temps de vol, suivi dans la lunette, flash vert, centre masse, temps cumulé, 1 minute 48,7 secondes, un tir restant. 37 secondes au compteur. La plupart des concurrents utilisaient la totalité des 2 minutes, prenant leur temps pour sécuriser chaque coup. Lorraine, elle, portait en elle une vitesse forgée par 18 mois de combat. Là où hésiter signifiait perdre des vies. Là où seul comptait la combinaison rapide et précis. Le vent montait à 14 miles à l'heure. Les thermiques du matin s'installaient à mesure que le soleil franchissait l'horizon. Elle ajouta encore 2 dixièmes de mille, tenant compte des rafales visibles dans la végétation à 600 mètres. Troisième tir. Pause respiratoire parfaite. Détente qui casse proprement à un peu plus de 2 kilos. Suivi de tirs impeccables, position maintenue malgré le recul. La balle traversa un air de plus en plus chaud, se dirigeant vers une cible située à 1000 mètres, où 5 cm faisaient que la différence entre un impact et un échec. Flash vert, plein centre, temps total, 1 minute 27,5 secondes, 3 tirs, 3 impacts. Le meilleur temps jusqu'ici, avec un fusil qu'elle avait pris en main 20 minutes plus tôt. La zone d'observation se tut. Lorraine sécurisa l'arme, verrou ouvert, puis se releva. Ses mains étaient désormais parfaitement stables. Le tremblement avait disparu, remplacé par ce calme profond qui surgit quand la mémoire musculaire balait le doute. Derrière elle, elle perçut la voix du général Thomas Hale, trop basse pour distinguer les mots, s'adressant à quelqu'un avec une intonation oscillant entre la surprise et l'irritation. La compétition se poursuivit. De bon temps, des tirs solides, un niveau professionnel, mais personne ne descendit sous la barre de 1 minute 27. Lorsque le dernier concurrent termina sa séquence, Lorraine menait toujours avec 14 secondes d'avance, seule à avoir réalisé un score parfait, et seule à l'avoir fait avec une arme attribuée précisément pour la désavantager. Pause de 15 minutes, annonça l'officier de tir. Ensuite, séquence à 1500 mètres. Le vent se renforce, messieurs. Et madame. C'est maintenant que ça devient intéressant. Lorraine retourna vers la zone matérielle, son fusil en bandoulière. Le soleil avait désormais franchi l'horizon, baignant le champ de tir d'une lumière dorée et orangée. La chaleur montante créait des mirages. Des vagues d'air ondulaient au-dessus du sol, déformant les cibles dans les lunettes, comme si elles étaient observées à travers de l'eau. Daniel Crowley s'approcha d'elle, le visage impénétrable. « Bonne lecture du vent », concéda-t-il. « Mais à 1500 mètres, ça va être une autre histoire. Les conditions vont empirer. C'est là que l'expérience fait la différence. » Lorraine le regarda avec des yeux qui avaient déjà calculé des dérives de vent dans des cols de montagne où les rafales changeaient toutes les 30 secondes, où une seule erreur envoyait la balle à des mètres de la cible. « Je sais à quoi ressemble le vent, sergent. » Le colonel Andrew McAllister apparut à son côté, lui tendant une bouteille d'eau et une barre protéinée. « Mange quelque chose, hydrate-toi. Pour le 1500, tu es affecté au poste 1. Première tireuse, encore, bien sûr. » Les vents changent toutes les 45 secondes, poursuivit-il. Les 5 premiers tireurs auront les pires conditions. Les thermiques du matin sont encore instables, les masses d'air pas fixées. Quand les derniers passeront,
tout sera plus régulier. Lorraine attrapa la bouteille et en avala la moitié d'un trait. Peu importe, j'ai tiré dans bien pire. Je le sais, répondit McAllister, mais ce n'est pas la question. La question, c'est que Hale crée volontairement des conditions où tu dois être nettement meilleur que tout le monde, juste pour être à égalité. Tu dois décider si ça vaut la peine de lui prouver qu'il a tort. Ce n'est pas pour lui prouver qu'il a tort, coupa Lorraine. C'est pour montrer que 41 éliminations confirmées veulent dire quelque chose, que l'insigne de la Spectre Unit n'est pas décoratif, et que lorsque l'armée dit qu'une personne est qualifiée pour accomplir le travail le plus difficile qu'on exige de nos soldats, on devrait peut-être lui faire confiance, au lieu de lui demander de le prouver encore et encore, parce que ça ne correspond pas à nos idées préconçues de ce à quoi ressemble l'excellence. McAllister hocha lentement la tête. D'accord. Souviens-toi simplement que tu n'as plus rien à prouver aux gens qui comptent, seulement à ceux qui ne comptent pas. Les 15 minutes de pause passèrent comme 15 secondes. Position pour la séquence 1500 mètres, annonça l'officier de tir. C'était là que la compétition séparait les amateurs des professionnels, là où la lecture du vent cessait d'être une formule pour devenir un art, là où la plus petite erreur se transformait en mètre d'écart à l'impact. Capitaine Lauren Hayes, à la ligne de tir, séquence 1500 mètres. Elle retourna à la ligne, s'installa en position couchée au poste 1. À l'œil nu, les cibles étaient presque invisibles, de minuscules silhouettes tremblant dans la chaleur matinale. Dans la lunette grossissant 16 fois, elles prirent forme, nettes mais instables. Le mirage les faisait onduler, danser. Lorraine chambre à la première cartouche, et quelque chose clochait. La résistance de la culasse n'était pas régulière, un léger accroc à mi-course, absent lors de la séquence à 1000 mètres. Elle répéta le mouvement, 2 fois, toujours là. Une hésitation infime, presque imperceptible, comme si quelque chose accrochait. Elle éjecta la cartouche et passa un doigt à l'intérieur de la chambre, longeant les parois d'acier. Son doigt accrocha une aspérité, des marques fraîches, des rayures délibérées sur la surface de la chambre, suffisantes pour créer une pression irrégulière lorsque l'étui se dilaterait au tir. Pas assez pour provoquer une rupture catastrophique, mais largement assez pour nuire à la précision en générant des variations de vitesse imprévisibles. Quelqu'un avait saboté son fusil. Le temps tournait. 30 secondes avant l'obligation d'ouvrir le feu. Ou d'être disqualifiée, elle pouvait dénoncer le problème, exiger une inspection, faire constater les dégâts, mais cela ressemblerait à une excuse. Cela offrirait à Hale et à tous les spectateurs une raison de minimiser ce qu'elle avait déjà accompli. Ou bien, elle pouvait s'adapter. 41 tirs en conditions réelles. 18 mois, à tirer là où parfait n'était pas négociable. Elle avait déjà éliminé des cibles avec des optiques endommagées, des canons faussés, des munitions hors tolérance. Le défaut de chambre allait provoquer une dispersion aléatoire, probablement entre 0,4 et 0,6 000, de manière imprévisible. Elle ne pourrait pas supprimer la variable, seulement la réduire. 15 secondes. Elle chambra une cartouche, se remit en position et lança ses calculs. Vent, 15 à 18 miles à l'heure, rafale, changement de direction toutes les 45 secondes. Elle observa le mirage à travers la lunette, ignorant volontairement les fanions. L'air réel ne mentait pas. Vent à la cible, 17 miles, venant de la gauche avec un angle d'environ 35 degrés. Balistique, distance 1500 mètres, munitions, .50 BMG quittant la bouche à environ 2800 pieds par seconde, perte de vitesse due à la traînée, chute gravitationnelle à 9,8 mètres par seconde au carré. Correction d'élévation totale 6,2 000. Dérive au vent 2,8 000 à droite pour un vent de 17 miles en quart arrière. Température, humidité, plus 0,4 000 en élévation. Défaut de chambre, dispersion aléatoire. Elle ajouta 0,5 000 supplémentaires vers la droite, misant sur le fait que la pression irrégulière pousserait la balle dans ce sens. Le premier tir partit à 58 secondes. Le recul fut étrange, plus sec. Confirmation immédiate, la chambre générait une pression irrégulière. Temps de vol, 3,1 secondes.
À cette distance, elle suivit la trajectoire à travers la lunette, voyant la balle traverser des couches d'air instables, ballottées par les thermiques. Flash vert. Impact légèrement décentré, mais net. Temps, 58 secondes. Elle venait d'apprendre quelque chose. Le défaut poussait les impacts vers la droite d'environ 0,4 milles, pas les 0,6 qu'elle avait anticipés. Elle ajusta immédiatement sa prise pour le deuxième tir, compensant précisément ce que la chambre endommagée infligeait à ses balles. Nouvelle lecture du vent. Les rafales montaient désormais à 19 miles à l'heure, s'orientant davantage en vent de travers pur. Elle ajouta 0,3 milles à droite pour tenir compte de la vitesse accrue, puis soustrait 0,4 milles, correction directe du défaut mesuré au premier coup. Deuxième tir, pause respiratoire parfaite. La détente cassa à travers la résistance plus lourde à laquelle elle s'était déjà adaptée. Suivi impeccable. Le fusil aboya, le son roula à travers le champ de tir. 3,1 secondes de vol pendant lesquelles elle resta immobile, œil rivé à la lunette. Flash vert. Meilleur placement. Plus proche du centre. Temps cumulé, 1 minute 34 secondes. Il restait un tir. 26 secondes au compteur. Le vent continuait de monter, avec les thermiques du matin, atteignant désormais 20 miles à l'heure. Mais elle distinguait enfin un motif. Toutes les 45 secondes, la rafale atteignait son pic, puis retombait à environ 12 miles pendant une quinzaine de secondes avant de repartir. Elle attendit, observa le mirage, compta mentalement. 12 secondes, rafale en montée, 15, pic, 18, début de la chute, 22, 12 miles, stable, maintenant. Dernier calcul, vent réduit, défaut de chambre intégrée, température du canon augmentée par les 2 tirs précédents. Elle plaça le réticule exactement là où 18 mois de combat lui avaient appris qu'il devait être. Laissa sa respiration se poser dans la pose naturelle, pressa la détente droit vers l'arrière, le fusil tira. 3,1 secondes de vol à travers 1500 mètres d'air instable chauffé par l'aube, la balle fila vers une cible de la taille d'un torse, à une distance où la plupart des gens ne pouvaient même plus distinguer précisément ce qu'ils visaient. Flash vert, plein centre, temps total, 1 minute 42,8 secondes, 3 tirs, 3 impacts, avec un fusil saboté, deuxième meilleur temps, score parfait, dans des conditions explicitement conçues pour la faire échouer. Lorraine sécurisa l'arme, se releva, puis se tourna vers la zone d'observation. Tous les regards étaient braqués sur elle. Le général Thomas Hale se tenait bras croisés, le visage impénétrable. Le colonel Andrew McAllister semblait lutter contre un sourire. La douzaine de spectateurs restait silencieuse, tentant d'assimiler ce qu'ils venèrent de voir. Lorraine se dirigea vers le poste de contrôle du matériel, le fusil encore en bandoulière. Lorsqu'elle arriva à hauteur de McAllister, elle parla assez fort pour être entendue de tous ceux à proximité. « Le fusil a été saboté, la chambre a été limée, je me suis adapté. » Un silence ondula dans la zone d'observation comme une onde de choc. Hale s'avança brusquement, le visage assombri. « C'est une accusation grave, capitaine. »« Oui, mon général, elle l'est. » Lorraine retira le chargeur, vida la chambre une dernière fois, puis lui tendit l'arme. Marque d'outils récente dans la chambre. Quelqu'un a travaillé dessus dans les 12 dernières heures. L'armurier de la base s'approcha, prit le fusil et examina la chambre à l'aide d'un endoscope. Son visage pâlit lorsqu'il orienta la lumière. « Elle a raison, mon général. Rayure délibérée. Travail effectué avec une lime de précision. Probablement après minuit, lorsque l'armurerie était sécurisée. » La mâchoire de Hale se crispa. Son regard balaya les concurrents rassemblés, s'attardant sur chaque visage, à la recherche d'un signe de culpabilité ou d'hésitation. Qui avait accès à l'armurerie cette nuit ? Seulement moi et le sergent-chef Daniel Crowley. Mon général, répondit l'armurier à voix basse. Nous procédions à un inventaire. Toutes les têtes se tournèrent d'Ictior vers Crowley. Il se tenait au poste 12, son visage passa successivement par la stupeur, le déni, puis quelque chose qui ressemblait à une résignation silencieuse. Pendant un long moment, personne ne parla. Le vent fit vibrer les fanions du champ de tir, produisant un bruissement solitaire dans le silence. Puis Crowley fit un pas en avant. Ses épaules s'affaissèrent. « C'était moi, mon général. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds comme de la fumée. Lorraine l'observa attentivement, lisant le langage corporel d'un homme qui avait pris une décision terrible, et l'avait regretté aussitôt.
sans plus aucun moyen de revenir en arrière. Ses mains tremblaient légèrement. Sa respiration était courte. Ce n'était pas l'attitude d'un homme fier de son acte, c'était celle de quelqu'un qui cédait enfin sous un poids qu'il ne pouvait plus porter. Pas pour lui faire du mal, continua Crowley, la voix rauque. Pas pour « je voulais juste prouver que les standards de la Spectre Unit ne sont pas… » Il s'interrompit, réalisant à quel point ses paroles sonnaient sreux une fois prononcées à voix haute. « Ça fait 10 ans que je fais ça. 10 ans d'entraînement, de déploiement, de missions qui comptaient. Et elle arrive avec 41 confirmations, et tout le monde agit comme si elle était intouchable, comme si le reste d'entre nous ne comptait plus. » Il leva enfin les yeux vers Lorraine. « Je me suis dit que si je pouvais montrer que tu n'es pas invincible, que tu ne peux pas performer dans toutes les conditions, alors peut-être que ça prouverait que nous avons encore de la valeur. Que nous ne sommes pas obsolètes simplement parce que nous n'avons pas d'insigne prestigieux. » Lorraine soutint son regard, dépassant la jalousie pour voir ce qui se cachait en dessous. La peur d'être remplacée, d'être devenue inutile, de voir la communauté qui avait donné un sens à sa vie pendant 10 ans continuer sans lui. Elle avait déjà vu cette peur chez des soldats qui avaient tout donné à l'armée et qui redoutaient de découvrir que cela ne suffirait jamais. « Vous venez de me voir tirer un score parfait avec le fusil que vous avez saboté, » dit-elle calmement. « Alors, qu'est-ce que vous avez prouvé ?» Le visage de Daniel Crowley se déforma. « Que vous êtes meilleur que tout ce que je serai jamais. Que les standards de la Spectre Unit sont exactement ce qu'ils doivent être. Que j'avais tort. » Il se tourna vers le général. « Mon général, je demande à être immédiatement retiré de toute fonction de tireur d'élite dans l'attente de l'enquête. Je ne suis pas digne de porter l'insigne si c'est ce dont je suis capable. » L'expression de Thomas Hale était difficile à déchiffrer. De la colère, oui, mais mêlée à quelque chose qui ressemblait autant à de la déception qu'à une forme de compréhension. « Vous êtes suspendu de toutes les opérations de sniper avec effet immédiat, sergent. Présentez-vous à votre commandant de compagnie pour les procédures administratives. » Crowley hocha la tête, fit quelques pas, puis s'arrêta. Il se retourna vers Lorraine. Ses yeux étaient rouges. « Je suis désolé, vraiment. Vous avez mérité chaque millimètre de cet insigne. Je ne pouvais pas le voir parce que j'étais trop occupé à avoir peur de ne plus être suffisant. » Lorraine le regarda s'éloigner. Un homme qui avait laissé la peur se transformer en sabotage, qui avait voulu la discréditer et n'avait fait que révéler sa propre fracture. Elle ne ressentit aucune satisfaction, aucun triomphe. Seulement cette reconnaissance lourde et familière, le poids de cette vie écrasait chacun différemment, et tout le monde n'était pas capable de le porter. Les autres concurrents tirèrent leur séquence à 1500 mètres, du tir propre, professionnel, mais personne ne s'approcha du temps de Lorraine, et certainement pas avec un fusil compromis. Lorsque le dernier tireur eut terminé, l'officier de tir calcula les scores et afficha les résultats. Première place, capitaine Lauren Hayes, score parfait aux 2 distances. Temps cumulé, 3 minutes 10,3 secondes, avec un fusil qu'elle n'avait jamais utilisé avant ce matin, avec une chambre endommagée qui aurait dû rendre toute précision impossible, dans des conditions conçues explicitement pour la faire échouer. Le général Hale avança jusqu'au centre du champ de tir, suivi de son entourage. Il demanda l'attention, et le groupe se forma grossièrement face à lui. Son visage portait la marque d'un homme dont les certitudes venaient d'être méthodiquement détruites en 72 heures. « Capitaine Hayes », déclara-t-il formellement, sa voix portant sur toute la zone. « Vous remportez cette compétition, mais aussi quelque chose de bien plus vaste. » Il marqua une pause, choisissant ses mots. « Il y a 3 jours, j'ai tiré des conclusions hâtives à votre sujet, basées sur des informations incomplètes et une vision dépassée. Vous auriez pu m'exposer publiquement. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez laissé votre travail parler. » Il désigna le champ de tir, les cibles, encore debout à des distances absurdes. « Cela fait 40 ans que je sers dans cette armée. Je pensais comprendre ce qu'était l'excellence. Je pensais savoir à quoi ressemblaient les standards et qui pouvait les atteindre. Vous m'avez prouvé que j'avais tort. » Il inspira profondément. Pas seulement tort, aveugle à la compétence parce qu'elle ne correspondait pas à mes attentes. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix avait changé. Moins officielle, plus humaine. «
Je vous recommande pour le poste de directrice du programme multinational de formation des snipers de l'OTAN, à Stuttgart. Pas comme participante, comme responsable. Nous avons besoin de personnes capables de tirer des scores parfaits avec du matériel saboté pour former la prochaine génération de tireurs alliés. Il détailla brièvement poste prestigieux, relocalisation complète, affectation de 2 ans avec extension probable. L'offre resta suspendue dans l'air. Directrice du programme de Stuttgart était l'un des postes les plus respectés de toute la communauté sniper. Une fonction qui façonnait les standards de formation de plusieurs nations alliées. Reconnaissance, validation, la preuve officielle que son excellence comptait. Lorraine resta silencieuse un long moment. Tout le monde la regardait, attendant qu'elle accepte ce qui ressemblait, pour tous les autres, à une évidence. Mais quelque chose résistait. Quelque chose dans l'idée de partir enseigner à des gens qui la respectaient déjà, de quitter l'endroit même où les présupposés avaient encore besoin d'être brisés. Avec tout le respect que je vous dois, mon général, dit-elle enfin doucement. Je ne veux pas du poste en Allemagne. Le silence fut immédiat. Hale cligna des yeux. Le colonel McAllister émit un son qui pouvait être de la surprise, ou un rire étouffé. Plusieurs spectateurs échangèrent des regards perplexes. « Vous n'en voulez pas ?» répéta Hale. « Non, mon général, je veux rester ici. » Fort Liberty forme plus de tireurs d'élite que n'importe quelle autre base de l'armée américaine. Plus de Rangers, plus de forces spéciales, plus de tireurs désignés d'infanterie conventionnelle. Elle le fixa droit dans les yeux. Si vous voulez changer les présupposés, vous les changez à la source. Laissez-moi enseigner ici que les tireurs masculins voient qu'une opératrice de la Spectre Unit est leur instructrice principale, qu'ils apprennent auprès de quelqu'un qui a prouvé que l'excellence n'exige pas de correspondre à des attentes dépassées. C'est comme ça que les cultures évoluent, pas en m'envoyant ailleurs, mais en rendant l'excellence normale ici. Hale la fixa pendant 5 longues secondes, la surprise, la réflexion, puis quelque chose qui ressemblait sincèrement au respect. « Vous voulez rester à Fort Liberty et enseigner ? » ?»« Oui, mon général, poste d'instructrice principale, sniper. Je dirigerai le cours avancé, développerai le programme et m'assurerai que chaque diplômé comprenne une chose essentielle. La précision n'a rien à voir avec l'apparence, le genre ou le profil attendu. Il s'agit de mathématiques, de discipline, et de la capacité à porter le poids de ce que ce métier exige. Un lent sourire se dessina sur le visage du général Thomas Hale, la première expression réellement sincère qu'elle lui voyait. « Approuvé, capitaine. Vous commencez lundi en tant qu'instructrice principale sniper. Cours avancé de tir de précision de Fort Liberty. Les ordres seront signés dans l'après-midi. » Il lui tendit de nouveau la main. Ils se serrèrent la main, non plus un général et une capitaine, mais 2 personnes qui venaient d'apprendre quelque chose de difficile sur elles-mêmes, et l'une sur l'autre. Alors que la foule se dispersait et que les concurrents rangeaient leur matériel, Lorraine aperçut le colonel Andrew McAllister près du poste de contrôle, les bras croisés, une expression satisfaite sur son visage buriné. « Tu aurais pu choisir la facilité, » dit-il, « partir en Allemagne, enseigner à des gens qui te respectaient déjà, éviter tout le travail ingrat de changer les mentalités ici. » « La facilité n'enseigne rien à personne, » répondit Lorraine. Elle balaya le champ de tir du regard, les cibles dressées à des distances qui semblaient impossibles, jusqu'à ce que quelqu'un les rende banales. 41 tirs m'ont appris que la partie la plus difficile n'est pas d'appuyer sur la détente, c'est de porter ce qui vient après. Et de s'assurer que ça ait un sens. Si je peux apprendre aux gens ici à tirer droit, à penser clairement et à porter ce poids avec honneur, alors peut-être que ces 41 vies auront compté pour quelque chose de plus grand que la simple réussite de mission. McAllister hocha lentement la tête. « Tu vas être une sacrée instructrice, Hayes. Probablement la meilleure que cette base ait jamais connue. C'est le plan, mon colonel. Exactement le plan. » Elle quitta le champ de tir tandis que le soleil montait, réchauffant la matinée de Caroline du Nord jusqu'à lui donner un air de commencement neuf. En 3 jours, elle était passée d'une femme seule nettoyant son fusil dans une armurerie à la preuve vivante que l'excellence n'avait pas besoin de permission, qu'elle ne devait pas correspondre à des attentes figées, qu'elle n'avait pas à se justifier autrement que par le travail accompli. Lundi matin, elle commencerait à enseigner.
Et chaque élève qui passerait par son cours apprendrait ce qu'elle avait appris en 18 mois de combat et 3 jours d'épreuve, que l'insigne de la Spectre Unit ne signifiait pas être invisible, mais être présent quand cela comptait le plus, être précis lorsque des vies en dépendaient et être assez solide pour porter le coup de cette précision. 10 semaines plus tard, la capitaine Lauren Hayes se tenait à l'avant d'une salle de classe qui sentait l'huile d'armes, le café rassis et cette tension particulière propre à 16 soldats hautement entraînés, se demandant s'ils n'étaient pas sur le point de gaspiller 3 mois de leur vie. Cours avancé de tir de précision, Fort Liberty. Le programme le plus exigeant de l'armée américaine en matière de tir longue distance. 16 élèves sélectionnés parmi des centaines de candidats. 14 hommes, 2 femmes, âgés de 24 à 38 ans. Tous qualifiés Rangers ou forces spéciales. Tous convaincus, au fond d'eux, qu'une capitaine de 28 ans n'avait probablement rien à leur apprendre qu'ils ne savaient déjà. Lauren se tenait devant le tableau blanc, couvert de formules de coefficients balistiques, de calculs de densité atmosphérique et de tables de dérive au vent qui ressemblaient davantage à des équations de niveau universitaire qu'à un cours de tir. Elle portait son uniforme de service. L'insigne de la Spectre Unit était placé exactement où le règlement l'exigeait, au-dessus de rubans racontant 18 mois passés dans des endroits que la plupart des Américains seraient incapables de situer sur une carte. Les élèves d'Idjo étaient assis sur des chaises en plastique inconfortables. Leur langage corporel diffusait le doute. Bras croisés, jambes étendues, regard sceptique suivant chacun de ses mouvements, le scepticisme d'homme à qui l'on avait répété pendant 10 ans qu'il faisait partie de l'élite, et à qui l'on demandait maintenant d'apprendre auprès de quelqu'un qui ressemblait à leur petite sœur. Au fond de la salle, le sergent-chef Michael Donovan, 35 ans, 12 ans comme tireur désigné. 2 déploiements de combat, des tirs qui lui avaient valu une bronze star avec distinction de bravoure. Ses bras étaient croisés si fort que ses biceps tendaient pas le tissu de ses manches. À côté de lui se trouvait le spécialiste Tyler Brooks, 26 ans. Sniper Ranger, anglais obtenu à 23 ans, longtemps le prodige de son bataillon, avant de recevoir son ordre d'affectation à ce cours. Au premier rang, tentant d'afficher une assurance qu'elle ne ressentait pas vraiment, se tenait la première classe Anna Whitmore, 24 ans, fraîchement sortie de Ranger School où elle avait été l'une des 3 femmes sur 96 élèves, et où elle avait entendu toutes les variantes imaginables de « tu n'as rien à faire ici ». Elle l'avait validé à sa 2e tentative, après avoir été recyclée durant la phase montagne à cause d'une erreur de navigation qu'elle avait ressassée pendant 6 mois. Maintenant, elle était là, essayant de prouver qu'elle méritait sa place dans un cours où les standards ignorèrent le genre, mais où les élèves, eux, ne l'ignoraient pas. Lauren laissa le silence s'étirer pendant 30 secondes. Elle les observa, lut les postures, identifia ceux qui seraient des défis et ceux qui deviendraient des alliés. Puis elle parla, d'une voix calme, presque familière, comme si elle commentait la météo plutôt que des décisions de vie ou de mort à des distances extrêmes. « Quelle est votre élimination confirmée la plus longue, sergent Donovan ?» Donovan décroisa les bras et se redressa légèrement. Être interpellé en premier pouvait être une provocation ou une marque de respect. Il choisit d'y voir du respect. 940 mètres, Maham, Afghanistan, 2019. Chef de groupe taliban, coordonnant une embuscade contre un convoi logistique. Fusil M110, calibre 7,62 autant. Vent traversier de 12 miles à l'heure, terrain montagneux. Elle marqua une pause. « Bon tir », dit Lauren d'un ton neutre, puis, sans élever la voix, 2180 mètres. Frontière syrienne, 2023. Pick-up technique équipé d'une PKM fonçant vers un convoi de réfugiés sur une route dégagée. Barrett M82, calibre .50, vent de 18 miles, 3/4 arrière. 8 secondes pour calculer et tirer avant que le véhicule n'entre en portée efficace du convoi. La salle de classe devint parfaitement silencieuse. Le visage de Michael Donovan passa du scepticisme au calcul pur. Son esprit faisait le travail, comprendre ce que 2180 mètres signifiait réellement. À cette distance, on n'entendait pas l'impact. On ne distinguait aucun détail sans optique lourde. On tirait si loin que la rotation de la Terre influençait la trajectoire de la balle.
Donc oui, poursuivit Lorraine calmement, je peux vous apprendre à tirer à des distances que vous pensiez impossibles. Mais surtout, je peux vous apprendre à réussir le tir impossible quand votre équipement lâche, quand les conditions sont mauvaises, quand tout indique que vous allez manquer et que vous ne pouvez pas vous le permettre parce que des vies en dépendent. Elle les observa un instant. Voilà ce qui sépare les bons snipers des excellents. Tss. Pas le tir parfait, le jour parfait, le tir parfait quand tout est cassé et que vous devez quand même livrer. Elle se tourna vers le tableau blanc et saisit un feutre. Ce cours dure 3 mois. 60% des élèves échouent. Pas parce qu'ils ne savent pas tirer. Vous êtes tous qualifiés tireurs experts pour être ici. Elle écrivit 3 mots en lettres larges. Précision, adaptation, poids. Vous échouez parce que vous ne savez pas penser, pas vous adapter, pas porter ce que ce métier exige réellement. Elle souligna le premier mot. Précision, ça veut dire comprendre qu'à 1500 mètres, une erreur de 1 mile par heure dans la lecture du vent se traduit par près de 50 cm d'écart. Ça veut dire savoir que la température modifie la densité de l'air, qui modifie la traînée, qui modifie la trajectoire. Ça veut dire calculer l'effet Coriolis, la dérive gyroscopique et la pression atmosphérique pendant que quelqu'un essaie de vous tuer. Elle écrivit une formule simplifiée reliant dérive du vent, temps de vol, vitesse et coefficient balistique. Adaptation, c'est faire ce calcul quand votre zéro a bougé parce que votre arme est tombée, quand votre lunette est fissurée, quand vos munitions ne sont pas aux normes, quand vous tirez à travers une fenêtre brisée qui dévie la balle, quand tout est faux, mais que le tir doit quand même être fait. Une seconde formule apparut. Portée effective égale état de l'équipement, fois environnement, fois compétence du tireur. Et le poids, c'est ce qui vient après. Savoir que chaque élimination confirmée était une personne, que chaque tir a des conséquences, que la précision sans humanité vous transforme en quelque chose de pire qu'un soldat. Elle posa le feutre. Si vous ne pouvez pas gérer les 3, précision, adaptation et poids, vous n'avez rien à faire ici. Des questions ? Silence. 5 secondes. Puis Donovan leva la main. Ma'am, avec tout le respect, la plupart d'entre nous ont plus de 10 ans d'expérience. Qu'est-ce qui vous fait penser que nous devons réapprendre des bases que certains d'entre nous pratiquent depuis le lycée ? Ce n'était pas hostile. C'était une curiosité sincère, mêlée d'orgueil. Lorraine la reconnut immédiatement. Elle avait pensé la même chose à 23 ans, lors de son premier cours avancé. « Vous n'avez pas besoin d'apprendre les bases, répondit-elle. Vous devez désapprendre des habitudes qui fonctionnent à 800 mètres et qui échouent à 1500. Vous devez apprendre des techniques que la plupart des instructeurs n'enseignent jamais, parce que la plupart des instructeurs n'ont jamais eu à tirer quand rater signifiait regarder des gens mourir en temps réel à travers une lunette. » Elle marqua une pause. « Combien d'entre vous ont effectué un tir létal confirmé au-delà de 1200 mètres en conditions de combat ? » 3 mains se levèrent. Sur 16, celle de Donovan resta baissée. Son tir à 940 mètres était excellent selon les standards classiques. À l'échelle de ce que Lorraine faisait régulièrement, ce n'était même pas la moitié. « À la fin de ce cours, reprit-elle, vous tirerez tous de façon fiable à 1500 mètres. La moitié d'entre vous atteindra 1800 mètres. Les meilleurs atteindront 2000 mètres. » Elle les regarda un par un. « Mais seulement si vous acceptez une chose. Ce qui vous a permis d'arriver ici ne suffira pas à vous faire réussir ici. » Elle attrapa un fusil d'entraînement posé sur le bureau. Un M110 usé, sans rien d'impressionnant. « On commence demain matin à 5 heures sur le pas de tir. Première leçon, précision à canon froid. » Quelques regards se croisèrent. La plupart d'entre vous chauffent leur canon avec des tirs de réglage. En combat, vous n'avez pas ce luxe. Vous avez une seule chance. Canon froid. La première balle doit toucher, parce que la deuxième signifie que la cible sait que vous êtes là. Et elle bouge. Elle posa le fusil. On verra alors qui sait vraiment tirer quand ça compte. Cours terminé. Les élèves sortirent progressivement, affichant des expressions partagées, beaucoup encore sceptiques. Quelques-uns visiblement pensifs. Hannah Whitmore resta assise. Elle attendit que la salle se vide, puis s'approcha du bureau où Lorraine rangeait ses documents. Son visage portait cette anxiété particulière à ceux qui ont passé des mois à entendre qu'ils n'étaient pas à leur place, et qui ont commencé à y croire. « Ma'am, est-ce que je peux vous poser une question ? » « Vas-y, Whitmore. »
Comment est-ce que vous... Elle buta sur les mots. Comment est-ce que vous avez fait quand les gens ne croyaient pas que vous aviez votre place? Pas seulement les hommes, les femmes aussi, la chaîne de commandement, tout le monde qui vous regarde comme si vous preniez la place de quelqu'un d'autre. Lorraine la fixa un instant et se vit 5 ans plus tôt, jeune, compétente, toujours en train d'essayer de prouver quelque chose qui aurait dû être évident. J'ai arrêté d'essayer de convaincre les gens, répondit-elle simplement. J'ai laissé le travail parler, tir après tir, mission après mission, jusqu'à ce que les preuves soient tellement accablantes que la croyance devienne inutile. Elle marqua une pause. Ils n'avaient pas besoin de croire en moi. Ils avaient juste besoin de croire aux chiffres. Et si je ne suis pas assez bonne, demanda Anna à voix basse, et si j'échoue ici, et que ça prouve qu'ils avaient raison? Alors tu échoues, répondit Lorraine sans détour. 60% des élèves échouent à ce cours. Échouer veut dire que tu n'es pas prête pour l'instant, pas que tu es incapable pour toujours. Elle la regarda droit dans les yeux. Si tu dépenses plus d'énergie à vouloir prouver que les autres ont tort qu'à améliorer tes compétences, tu échoueras à coup sûr. Concentre-toi sur le travail. Le reste se règle tout seul. Anna hocha lentement la tête. Elle avait l'air de quelqu'un qui s'était tellement battu contre les attentes qu'elle avait oublié de se concentrer sur la mission elle-même. Lorraine reconnut ce regard. Elle avait été cette personne, 2 ans à essayer de mériter l'uniforme avant de comprendre que l'uniforme se moquait du mérite. Il ne reconnaissait qu'une chose, la capacité. Le lendemain matin, à 5 heures, les 16 élèves se rassemblèrent sur le pas de tir dans l'obscurité. Leur souffle formait de la buée dans l'air froid de l'aube à environ 4 degrés. Lorraine avait installé 16 postes de tir, chacun équipé d'un fusil et de 5 cartouches. Les cibles étaient à 1000 mètres, à peine visibles dans la pénombre. « Précision à canon froid », annonça-t-elle, sa voix portant sur le champ de tir silencieux. Un tir chacun. Canon froid. Aucun tir de chauffe. Aucune répétition. Juste vous, le fusil et la cible. Elle les observa. Cet exercice teste votre capacité à calculer et exécuter quand les conditions ne sont pas idéales, quand votre équipement n'a pas été vérifié, quand vous n'avez pas droit à une seconde chance. Elle démontra la première. Elle s'installa en position couchée, avec un M82 resté dehors pendant 2 heures dans le froid. Le métal était glacé contre sa joue. Les lentilles de la lunette se couvrirent légèrement de buée à cause du différentiel de température. Dans l'optique, la cible ondulait dans la lumière hésitante de l'aube. Lecture du vent par sensation et observation. 6 miles à l'heure, gauche-droite, température 3 degrés, augmentant la densité de l'air. Canon froid, premier impact légèrement plus bas à cause des harmoniques différentes. Elle ajouta 0,2 000 en élévation. Teint 1 000 à droite pour le vent. Le coup partit net, 4,2 secondes plus tard. Flash vert, plein centre. Un tir à canon froid dans des conditions que la plupart des tireurs refuseraient même d'essayer. « À vous » dit Lorraine en se relevant et en sécurisant l'arme. 5 tentatives chacun. On va voir qui sait vraiment tirer sous pression. Les élèves se relayèrent. 16 tireurs, 5 tentatives chacun. 80 tirs au total. Les résultats furent instructifs, comme seul l'échec sait l'être. Donovan, 2 impacts sur 5, tous deux à la limite de la zone de score, aucun centré. Ses calculs étaient bons, mais son suivi était faible. Il arrachait la détente sur les tirs à canon froid parce qu'il ne faisait pas confiance à ses fondamentaux. Brooks, 3 impacts sur 5, mieux. Mais il précipitait ses tirs, convaincu que la vitesse comptait plus que la précision. 2 ratés dus à des erreurs de lecture du vent. Il avait fait confiance au fanion plutôt qu'à ce que l'air faisait réellement. Whitmore, 1 impact sur 5, fondamentaux solides, mais elle doutait de chaque calcul. Elle ajoutait du temps, laissait le vent changer, tirait sur des conditions qui n'existaient plus. Son groupement était cohérent, toutefois, tous les impacts à moins de 30 cm les uns des autres. Son problème était mental, pas mécanique. Seuls 3 élèves sur 16 réussirent 4 ou 5 impacts. Les autres furent confrontés à une réalité humiliante. Le tir à canon froid à longue distance exigeait un niveau de confiance et de précision qu'ils n'avaient pas encore atteint. « Voici votre point de départ », dit Lorraine lorsque l'exercice prit fin. « Pas suffisant, pas même proche. » Elle les balaya du regard. « Mais c'est pour ça que vous êtes ici.
Nous allons nous entraîner jusqu'à ce que les tirs à canon froid à 1000 mètres deviennent routiniers, jusqu'à ce que vous fassiez plus confiance à vos calculs qu'à vos doutes, jusqu'à ce que vous soyez capable de toucher du premier coup dans des conditions qui feraient plier bagage à la plupart des tassines, snipers. L'entraînement s'intensifia au fil des semaines. Semaine 2, maîtrise de la lecture du vent. Lorraine les emmena sur un terrain complexe où le relief créait des schémas de vent imprévisibles, des effets de canyon accélérant le vent dans la section médiane, de la végétation bloquant l'air au sol mais le laissant violent à hauteur de trajectoire, des courants thermiques s'élevant du sol chauffé par le soleil et déviant verticalement les balles. Les fanions vous disent ce que fait le vent à un endroit, expliqua-t-elle. Mais votre balle traverse 1 kilomètre d'air. Elle traça une ligne imaginaire. Le vent ici ne compte pas. Le vent à la cible ne compte pas. Vous devez lire le vent dans le tiers central de la trajectoire. C'est là que se produit la dérive réelle. Lorraine leur apprit à lire le mirage à travers les optiques, à observer les vagues de chaleur révélant le mouvement réel de l'air, invisible à l'œil nu. Elle leur apprit à regarder la végétation à différentes distances, l'herbe à 400 mètres, les buissons à 800, les arbres à 1200. Ils découvrirent que le vent était tridimensionnel, que les courants verticaux comptaient autant que les horizontaux, et que tirer dans une vallée n'avait rien à voir avec tirer au-dessus d'une crête. Michael Donovan s'adapta vite. Son orgueil le poussait à prouver qu'il pouvait maîtriser ce que la jeune capitaine, à l'insigne de la Spectre Unit, rendait presque banal. À la fin de la 3e semaine, il effectuait des lectures de vent fiables à 1200 mètres, identifiant des effets de terrain qu'il avait manqués pendant 12 années de tir. La 4e semaine introduisit les pannes matérielles. Lorraine donnait volontairement aux élèves des armes défectueuses, des montages de lunettes desserrées modifiant le zéro, des optiques endommagées générant des erreurs de parallaxe, des canons usés dispersant les impacts, des détentes lourdes et imprévisibles. « Votre fusil tombera en panne, leur dit-elle. La lunette cassera. Le canon s'encrassera. Les munitions seront de mauvaise qualité. La question est simple. Pouvez-vous encore faire le tir ? Tyler Brox découvrit que son montage de lunettes était desserré en plein exercice à 1500 mètres. Au lieu de demander une autre arme, il se souvint de l'histoire de Lorraine, du fusil saboté. Il estima l'ampleur du décalage, compensa dans sa visée et termina la séquence avec 3 impacts sur 5. Pas parfait, mais opérationnel malgré la panne. Là, tu commences à y penser comme un Spectre, lui dit Lorraine après coup. Un équipement parfait est un luxe. Faire mouche avec un équipement défaillant est une exigence. La 6e semaine introduisit l'entraînement psychologique, celui qui distinguait ce cours de toutes les autres écoles de tireurs d'élite. Lorraine mit en place un scénario qui ressemblait à un exercice classique. Silhouette à 1200 mètres, position standard, conditions idéales. Mais lorsqu'ils regardèrent dans leurs lunettes, les cibles avaient changé. Des silhouettes de taille adulte, mais avec des images photoréalistes d'adolescents armés. Des visages jeunes, plus effrayés que menaçants. La plupart des élèves hésitèrent. Quelques-uns tirèrent immédiatement, suivant l'automatisme appris. Menace armée égale cible. Mais leurs tirs furent précipités, mal assurés, influencés par la dissonance cognitive de viser quelqu'un qui aurait pu être au lycée. Hannah Whitmore ne tira pas. Elle resta en position pendant 30 secondes, doigt sur la détente, respiration courte. Puis elle sécurisa son arme et se leva sans tirer. Son visage portait la marque d'un combat intérieur, sans réponse juste. Lors du débriefing, Lorraine aborda le sujet sans détour. Les règles d'engagement sont claires. Un combattant armé est une cible légitime, quel que soit son âge. Le droit international est sans ambiguïté. Prendre une arme, c'est devenir un combattant. Elle marqua une pause. Mais votre conscience n'est pas écrite dans le droit international. Elle regarda ceux qui avaient hésité. Ceux d'entre vous qui ont hésité, c'est bien. Cette hésitation, c'est votre humanité. Ne la perdez jamais. Puis, elle se tourna vers ceux qui avaient tiré sans réfléchir. Le moment où vous pouvez tirer sur n'importe quoi sans hésitation est le moment où vous cessez d'être des soldats pour devenir autre chose. Elle laissa le silence s'installer. Le combat n'est pas binaire. Ce n'est pas toujours menace ou non menace. Parfois, vous avez 2 secondes pour décider si quelqu'un est forcé de se battre ou s'il a choisi de le faire. Et si vous vous trompez,
Vous portez ça pour le reste de votre vie. Donovan leva la main. Alors, quelle est la bonne réponse ? Il n'y en a pas, répondit Lorraine sans détour. C'est justement ça, le problème. Ce métier n'offre pas de réponse simple. Elle les regarda tour à tour. Vous allez faire des tirs que vous regretterez. Vous allez aussi rater des tirs et regretter ça tout autant. La question n'est pas de savoir si vous pouvez prendre des décisions difficiles. La vraie question, c'est est-ce que vous pouvez vivre avec vous-même après ? La salle resta silencieuse. Ce n'était pas l'entraînement qu'ils attendaient. Ils s'étaient préparés à des techniques avancées, à du matériel exotique, à des tactiques secrètes. Pas à une réflexion morale enseignée par quelqu'un qui avait vécu les conséquences. La 8e semaine amena l'exercice final sur le terrain. 5 jours en environnement sauvage. Les élèves travaillaient en binôme, traquant et identifiant des cibles dans des scénarios réalistes. Lorraine observait à distance. Elle les regardait lutter contre l'épuisement, les pannes d'équipement, la pression psychologique d'opérations prolongées. Hannah Whitmore était en binôme avec Tyler Brooks. Au 3e jour, elle s'effondrait. Elle ratait des tirs qu'elle aurait dû réussir, doutait de calculs pourtant corrects, s'enfermait dans une spirale d'anxiété qui finissait par provoquer exactement ce qu'elle craignait. Après avoir manqué un tir à 1400 mètres qui aurait dû être routinier, elle craqua. Des larmes de frustration tracèrent des sillons dans la poussière sur son visage. À son crédit, Brooks ne se moqua pas. Il ne la minimisa pas. Il avait grandi en 8 semaines. Il avait appris quelque chose sur le leadership en regardant quelqu'un de plus jeune, plus petit que lui enseigner des choses qu'il croyait déjà maîtriser. « Explique-moi ton calcul, » dit Tyler Brooks doucement. « Il est faux. Je suis toujours dans l'erreur. Montre-moi les chiffres. » Hannah Whitmore sortit son carnet de tir. Lecture du vent. Calcul d'élévation. Correction de dérive. Les mathématiques étaient impeccables. L'exécution aussi. Elle avait simplement eu de la malchance, une bascule de vent exactement au moment du départ du coup. Brooks hocha la tête. Ton calcul était juste. Le vent a changé. Ça, c'est de la chance, pas un manque de compétences. Installe-toi pour le tir suivant. Je ne peux pas, murmura Hannah. Je vais échouer à ce cours. Tout le monde va avoir raison. Je n'ai rien à faire ici. Brooks la fixa. La capitaine Hayes nous a dit qu'elle avait raté des tirs lors de son premier cours avancé. Tu sais ce qu'elle en a retenu ? Hannah secoua la tête. Que rater t'apprend plus que toucher. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu viens d'apprendre de ce raté ? Elle resta silencieuse quelques secondes, réfléchissant. Que dans un terrain encaissé, le vent change plus vite qu'en terrain ouvert. Et que je dois tirer immédiatement quand j'identifie une fenêtre favorable, au lieu d'attendre pour revérifier. Brooks esquissa un sourire. Bien, maintenant, fais les 3 tirs suivants et prouve que tu apprends. Elle le fit. 3 tirs, 3 impacts, chaque coup plus assuré que le précédent, construisant la confiance au lieu de s'enliser dans l'échec. Lorsque Lorraine Hayes analysa les performances ce soir-là, elle prit Brooks à part. Ce que tu as fait avec Whitmore aujourd'hui, c'était du bon leadership. J'ai appris en vous observant, Ma'am. Votre manière d'enseigner, ce n'est pas seulement du tir. C'est construire les gens au lieu de les démolir. Lorraine acquiesça. C'est la seule forme de leadership qui compte dans cette communauté. On n'est jamais plus fort que notre maillon le plus faible. Rabaisser quelqu'un ne l'améliore pas. Lui apprendre à tirer des leçons de l'échec, oui. La 10e semaine apporta une visite inattendue. Pendant une séance d'entraînement, Daniel Crowley apparut près de la zone d'observation, en civil. Jean, chemise en flanelle trop large sur un corps qui avait perdu une 20aine de kilos depuis la compétition. Il avait l'air plus vieux, fatigué, mais étrangement plus stable. Lorraine le remarqua pendant une pause et s'approcha. Les élèves observaient, conscients de l'histoire du fusil saboté, se demandant ce que cette rencontre allait donner. « Sergent Crowley, » dit-elle sans inflexion. « Capitaine Hayes. » Il inspira profondément. « Je suis venu vous demander si je pouvais leur parler. Leur faire un cours. Sur l'échec. Sur ce qui se passe quand on ne peut plus tirer. » Elle le scruta longuement. « Qu'est-ce que tu leur dirais ? Que j'ai passé 10 ans à me définir par ce que je savais faire. Et quand je n'ai plus pu le faire, à cause du PTSD, je me suis effondré,
que j'ai essayé de vous saboter parce que j'étais terrorisé à l'idée de devenir inutile, et que la honte de ce que j'ai fait a été la chose qui m'a enfin poussé à demander de l'aide, de la vraie, pas des rendez-vous à la VA que je fuyais. Il soutint son regard. Que vous m'avez sauvé la vie, pas avec un fusil. Il marqua une pause. Vous avez appelé pour moi. Vous m'avez fait entrer dans un programme intensif, 10 semaines de thérapie, le travail le plus dur que j'ai jamais fait, plus dur que n'importe quel déploiement. Lorraine jeta un coup d'œil aux élèves. Ils regardaient, ils écoutaient. Cela pouvait être précieux ou désastreux. Elle décida de faire confiance à son instinct. Parle-leur du poids, dit-elle simplement. C'est ça qu'ils doivent comprendre. Crowley s'adressa à la classe cet après-midi-là, sans posture, sans excuse, avec l'honnêteté brute de quelqu'un qui avait touché le fond et remontait lentement. Il parla de sa première élimination, de la fierté, de la célébration de l'équipe, puis de la 15e, quand la célébration avait commencé à sonner creux, de la 23e, quand les cauchemars avaient commencé. Il parla de l'IED, de son observateur tué, de la culpabilité. Et si j'avais été plus attentif, fait quelque chose de différent. Je suis rentré avec un PTSD et aucun outil pour gérer ça, dit-il. Chaque fois que je prenais un fusil, je voyais des visages, pas des cibles, des visages, des gens que j'avais tués, des gens qui avaient peut-être une famille, qui ne voulaient peut-être pas se battre plus que moi. Il secoua la tête. L'armée m'a donné des décorations pour ça. Mais les décorations n'aident pas à 3 heures du matin, quand tu es éveillé à te demander si tu es un héros ou un meurtrier. Il regarda Hannah Whitmore en particulier. J'ai essayé de saboter la capitaine Hayes parce que j'étais jaloux. Vous vous rendez compte à quel point c'est tordu, être jaloux de quelqu'un qui porte un tel poids. Il inspira. Voilà ce qui arrive quand on réduit ce métier aux chiffres, quand on célèbre les bilans au lieu de reconnaître que chaque tir a un coût, même quand il est justifié. Il parla de la thérapie, des techniques cognitivo-comportementales, des médicaments qu'il avait refusés pendant des années, des groupes de parole avec d'autres vétérans. La capitaine Hayes aurait pu me laisser disparaître après ce que j'ai fait. Au lieu de ça, elle a appelé personnellement. Elle s'est assurée que j'y allais. Elle a suivi. Il leva les yeux. Elle m'a appris que la force, ce n'est pas toucher chaque cible. La force, c'est admettre quand on est brisé et demander de l'aide. Quand il eut terminé, la salle resta silencieuse. Puis Michael Donovan commença à applaudir, lentement, délibérément. Les autres suivirent. Il n'applaudissait pas l'échec de Crowley. Il reconnaissait son honnêteté, son courage d'être revenu affronter ceux qui savaient ce qu'il avait fait. Après son départ, Lorraine s'adressa à la classe. Voilà l'autre face de ce métier, celle qu'on ne met pas sur les affiches de recrutement. Elle les observa. Certains d'entre vous feront des dizaines d'éliminations et iront bien. D'autres feront un seul tir et se briseront. Il n'y a aucun moyen de le prédire, mais si vous ne retenez qu'une seule chose de ce cours, retenez celle-ci. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse, admettre que vous allez mal n'est pas un échec. Ceux qui se brisent définitivement sont ceux qui prétendent aller bien, alors que ce n'est pas le cas. La remise des diplômes eut lieu à la 12e semaine. Les 16 élèves validèrent le cours, même si 3 atteignirent à peine le seuil minimum. Michael Donovan termina major de promotion, son orgueil enfin transformé en excellence réelle plutôt qu'en supériorité défensive. Tyler Brooks se classa 3e, son talent naturel désormais soutenu par une discipline solide. Hannah Whitmore termina 7e sur 16, en plein milieu du classement. Mais avec des fondamentaux si propres que Lorraine savait qu'elle continuerait à progresser longtemps après la fin du stage. La cérémonie se déroula sur le même champ de tir où Lorraine avait concouru 10 semaines plus tôt. Le général Thomas Hale présidait, le colonel Andrew McAllister remettait les certificats. Des dizaines de spectateurs étaient bien présents, attirés par les rumeurs autour de la nouvelle instructrice qui avait bouleversé la culture sniper de Fort Liberty. Hale prononça un discours sur l'excellence des standards, sur le fait que les meilleurs programmes devaient être enseignés par les meilleurs praticiens. Puis il fit quelque chose d'inattendu. Capitaine Hayes, front et centre. Lorraine s'avança, surprise, ce n'était pas au programme. Il y a 3 mois,
dit Hale d'une voix portant sur l'assemblée. « Je me tenais dans une armurerie et j'ai fait des suppositions à votre sujet. J'avais tort. Sur vous, sur les femmes dans les rôles de tireurs d'élite de combat, sur ce à quoi ressemble l'excellence lorsqu'elle ne correspond pas à nos attentes. » Il marqua une pause. « La semaine dernière, le comité d'évaluation de la Spectre Unit s'est réuni pour examiner votre dossier. 18 mois d'opérations de combat, 41 éliminations confirmées, 0 victimes civiles, 8 citations de mission. » Il désigna ensuite les élèves. Ils ont également examiné ce programme de formation. 16 diplômés, tous au standard et au-delà. Amélioration mesurable des performances à longue distance. Il leva un petit écrin que Lorraine reconnut immédiatement. Le même type d'écrin que celui qui avait contenu son premier insigne, 5 ans plus tôt. Il y a 51 personnes qui portent l'insigne standard de la Spectre Unit, poursuivit Hale. Il représente l'excellence opérationnelle et la précision soutenue en conditions de combat. Il ouvrit l'écrin. Mais il existe une autre désignation, Master Spectre, pour ceux qui ne se contentaient pas d'exceller au combat, mais transmettent leur savoir à la génération suivante, créant un héritage qui dépasse leur propre service. À l'intérieur se trouvait un insigne identique à celui de Lorraine, sauf qu'au lieu d'une étoile centrale, il en portait 2. Seules 12 personnes dans l'histoire ont obtenu la désignation Master Spectre, continua Hale. 41 éliminations en combat, plus 16 tireurs formés à l'excellence. Cela s'appelle un héritage. Il la regarda. « Capitaine Lauren Hayes, vous êtes désormais Master Spectre Hayes. » Il retira délicatement l'insigne à une étoile qu'elle portait depuis 2 ans et fixa le nouveau, à double étoile, juste au-dessus de son cœur. L'assemblée éclata en applaudissements. Ses élèves, d'abord sceptiques, puis convaincus. Des sous-officiers supérieurs qui l'avaient vu transformer la culture de Fort Liberty en 12 semaines. Des officiers subalternes qui avaient désormais la preuve que l'excellence dépassait les attentes démographiques. Lorraine accepta l'insigne avec des émotions mêlées. De la fierté, oui, mais surtout du poids. 41 vies prises, 16 vies formées. Sa responsabilité grandissait au lieu de diminuer. Davantage de personnes dépendraient désormais de ce qu'elle enseignerait, bien ou mal. 3 mois plus tard, les retours confirmèrent que son enseignement portait ses fruits. Donovan fut sélectionné pour un programme avancé de développement d'instructeurs et demanda à revenir à Fort Liberty pour co-diriger le cycle suivant. Brooks obtint une place au cours d'instructeur Sniper Ranger, son leadership en exercice de terrain cité comme exemplaire. Whitmore, celle que tout le monde doutait, réalisa un tir de combat à 1680 mètres lors de son premier déploiement, sauvant un convoi d'une embuscade. Elle envoya un message à Lorraine. « Vous m'avez appris à faire plus confiance à mes calculs qu'à mes doutes. Merci. » Crowley termina son programme thérapeutique, devint conseiller pair à la VA, aidant d'autres vétérans à affronter le PTSD. Il appela Lorraine une fois. « Vous m'avez montré que briser ne veut pas dire fini. J'enseigne ça à d'autres, maintenant. » L'héritage n'était pas seulement dans les tirs réussis ou les élèves diplômés, il était dans le changement de culture. Le programme Sniper de Fort Liberty mettait désormais l'accent sur la résilience psychologique autant que sur la précision. Les bilans de santé mentale étaient devenus standards. La réussite ne se mesurait plus en nombre de corps, mais en précision, adaptabilité et capacité à porter le poids sans se briser. Le lendemain de la cérémonie, à 4 heures, Lorraine se retrouva seule dans l'armurerie. Les vieilles habitudes mouraient lentement. Le rituel du nettoyage, le silence, le rappel de ce que ses armes représentaient. Son M82 reposait sur la table de bois marqué. 29 kilos d'ingénierie de précision, 41 éliminations confirmées, 2 ans d'opération au sein de la Spectre Unit, et désormais 16 élèves, portant plus loin ce qu'elle leur avait transmis. Elle passa la main sur le métal froid, consciente que la vraie mesure de son travail n'était plus la distance de ses tirs, mais la distance à laquelle son enseignement continuerait d'agir, longtemps après qu'elle aurait posé le fusil. Elle entendit la porte s'ouvrir derrière elle. Des pas feutrés. 2 personnes. Le colonel Andrew McAllister et le général Thomas Hale. Tous deux avaient l'air de ne pas avoir dormi non plus. « Capitaine Hayes » dit McAllister à voix basse. « Ça vous dérange si on se joint à vous »
Elle hocha la tête et écarta légèrement les pièces sur la table. Hale s'assit en face d'elle. Il avait troqué son uniforme 4 étoiles contre une tenue de service simple, qui le faisait paraître moins général, et davantage soldat, ayant porté ce métier pendant 40 ans. Ils restèrent silencieux un instant. 3 personnes reliées par la même compréhension de ce que représentaient des armes comme celle-là. Puis, Hale parla. Sa voix était plus douce que Lorraine ne l'avait jamais entendue. « Je ne vous ai jamais raconté cette histoire, » dit-il. « Tempête du désert. 1991. J'étais sergent-chef, tireur désigné au sein de la 2e division blindée. » Il posa les mains sur la table. « J'ai effectué un tir à 800 mètres sur un officier irakien qui coordonnait des positions défensives. On m'a célébré, record de l'unité pour la distance. » Il releva les yeux vers elle. « J'ai été fier de ce tir pendant 30 ans. » Il inspira lentement. « Et puis je vous ai rencontré. Je vous ai vu porter votre travail avec honneur et avec poids. Vous vous souvenez de chaque tir non comme d'un score, mais comme d'une vie terminée et d'autres vies sauvées. » Sa voix se brisa légèrement. Cet officier irakien avait 19 ans, conscrit, une épouse, une petite fille. Des larmes coulèrent sur le visage buriné de Hale. « J'ai passé 3 décennies fier de ce tir sans jamais penser à qui il était, ni à ce que sa famille a perdu. » Il essuya son visage d'un geste maladroit. « Voilà la différence entre un bon tireur et un specteur. Vous m'avez appris ce que j'aurais dû comprendre il y a 40 ans. Chaque pression sur la détente met fin à une personne, pas seulement à une cible. Et ça mérite d'être porté avec gravité, pas célébré. » Lorraine tendit la main à travers la table et posa la sienne sur celle de Hale. Pas une subordonnée consolant un supérieur. Pas une jeune femme réconfortant un homme plus âgé. Juste 2 êtres humains qui portaient un poids semblable. McAllister parla à son tour, la voix rugueuse d'émotion. « J'ai formé 3 opérateurs de la Spectre Unit en 35 ans. 2 ont craqué aujourd'hui, tous les 2, des années après la fin de leur vie opérationnelle. » Il baissa les yeux. Ils ont porté le poids seuls parce qu'on leur avait appris à être forts, à encaisser, à ne rien dire. Il regarda Lorraine. « Vous enseignez autre chose. Vous enseignez que porter le poids ensemble, reconnaître le coup, admettre qu'on souffre. C'est ça, la vraie force. » Lorraine sentit la charge de leur confidence, la vulnérabilité qu'ils lui offraient. Elle pensa à son rituel, à ses remises en ordre à 4 heures, à ses nuits passées à recompter les détails des missions au lieu de dormir. Chacun des 41 a un nom, une histoire, dit-elle doucement, ses mains poursuivant le geste familier. Pas pour se sentir coupable, chaque décision avait été prise avec lucidité, dans un cadre précis, mais pour se souvenir que la justification n'efface pas le coût humain. Elle leva brièvement les yeux. C'était mis des personnes qui ont fait des choix qui m'ont obligé à faire des choix. Ça mérite d'être porté avec honneur et avec gravité. Hale hocha lentement la tête. Comment on enseigne ça ? Comment on prépare quelqu'un à porter un tel fardeau ? On ne le fait pas, répondit Lorraine honnêtement. On ne peut pas préparer quelqu'un à ce que ça fait de voir l'irréparable se jouer à distance et de comprendre qu'on ne pourra pas rembobiner. On peut seulement leur apprendre que, quand ça arrive, quand le poids commence, ils ne sont pas seuls. Elle marqua une pause. Que demander de l'aide n'est pas une faiblesse, que se souvenir du coup ne veut pas dire qu'on a fait quelque chose de mal. Elle prit l'insigne Master Spectre posé sur la table et observa les 2 étoiles. Cet insigne ne signifie pas que je suis invincible, il signifie que j'ai tenu assez longtemps pour transmettre ce que j'ai appris. Elle releva la tête. Et ce que j'ai appris, c'est que la décision la plus difficile n'est pas celle qu'on prend sous pression. C'est de savoir quand renoncer. C'est de porter le poids et d'apprendre aux autres à tirer droit tout en leur apprenant à porter ce poids avec honneur plutôt qu'avec fierté. McAllister se leva et se dirigea vers le mur où étaient accrochés, sous verre, les certificats de décennies de formation. Vous êtes en train de changer la culture ici, Ace. Ces murs ont vu passer des milliers de snipers en 50 ans. La plupart ont appris à tuer efficacement. Vous leur apprenez à tuer précisément. Et à porter cela humainement. Il secoua la tête. C'est révolutionnaire. C'est nécessaire, corrigea Lorraine.
On ne peut pas continuer à former des gens à célébrer les bilans humains et faire semblant d'être surpris quand ils s'effondrent 10 ans plus tard. Ça change ici, avec chaque élève que je forme. Hale se leva à son tour, reprenant contenance. « Merci, capitaine, dit-il. Merci d'avoir appris à un vieux soldat ce qu'il aurait dû comprendre depuis longtemps, que le respect ne consiste pas à glorifier la violence, mais à reconnaître son coup, même quand elle est nécessaire. » Il lui tendit la main. Ils se serrèrent la main. Pas général à capitaine, pas mentor à élève. 2 personnes portant un poids, se le partageant un instant par une reconnaissance honnête de son existence. Quand ils partirent, Lorraine retourna à son fusil. Le ciel s'éclaircissait, gris d'avant l'aube, virant au violet qui précède le lever du soleil. Dans 3 heures, elle commencerait à préparer le programme du prochain cours avancé. 16 nouveaux élèves dans 4 semaines. Une nouvelle génération de snipers qui devait apprendre non seulement la précision, mais l'humanité nécessaire pour survivre à la précision. Ses mains suivirent le rituel, canon nettoyé, chambre inspectée, culasse lubrifiée, optique montée, fusil assemblé. 29 kilos d'ingénierie représentant 41 vies prises et des centaines sauvées. Un outil de protection exigeant la précision. Un fardeau exigeant l'honneur. Le soleil franchit l'horizon et inonda l'armurerie d'une lumière dorée. Lorraine sécurisa le fusil dans son étui. L'insigne Master Spectre à 2 étoiles accrocha la lumière, promesse et charge à la fois. Dehors, Fort Liberty s'éveillait. Des formations partaient pour le pété matinal. Les chants cadencés résonnaient sur la base. De nouveaux élèves arrivaient pour les cours de base. Des officiers se rendaient à des briefings où ils décideraient qui partirait, où et qui porterait quel fardeau. Lorraine sortit dans la lumière du matin, étui à la main, un signe sur la poitrine. Elle portait le souvenir de 41 âmes et la responsabilité de 16 élèves formés à se souvenir des leurs. 41 éliminations confirmées, 16 diplômés, 3 autres classes déjà planifiées. Et la certitude que l'excellence n'était pas une question de perfection. C'était la capacité de porter le poids avec honneur, d'enseigner aux autres à faire de même et de s'assurer que la précision ne se fasse jamais au détriment de l'humanité. Les tirs les plus difficiles n'étaient pas ceux effectués à des distances impossibles, c'étaient ceux que l'on portait toute une vie, et la sagesse nécessaire pour apprendre aux autres à porter les leurs.